Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfait. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses déjà à cette conférence, parce que je sais que le temps n'était pas incroyable aujourd'hui. Donc déjà, merci beaucoup à toute l'équipe de la Fresque du Climat de nous avoir invités, de nous donner la parole sur des sujets aussi essentiels, d'aborder un petit peu comment est-ce qu'on va amorcer une vie bas carbone. Aujourd'hui, on a 4 invités qui sont vraiment géniaux et que j'ai hâte de vous faire découvrir, à moins que vous les connaissiez déjà par leurs réseaux sociaux, par leur organisation. Déjà, pour me présenter, je m'appelle Stécie Algrin, j'ai 24 ans et je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Penser l'après. Donc c'est maintenant une phrase qu'on utilise beaucoup, mais à l'époque, c'était pas si commun que ça. Et j'ai également une newsletter biodiversité qui s'appelle La Corneille. Donc un gros sujet également qu'on n'aborde pas assez, en plus du climat. Mais sinon, je vais vous présenter d'ores et déjà nos 4 invités. Avec nous, Camille Chaudron, vous devez la connaître de son compte Instagram Girl Go Green. Martin Régnier de l'ADEME qui va nous présenter nos gestes climat avec Damien Huet qui lui représente l'association Bilan Carbone. Et enfin, Jean-Baptiste Dusson de Résistance Climatique avec son petit kit Inventons nos vies bas carbone. Donc il vous le présentera un petit peu plus tard dans notre conférence. Et pour commencer, puisque le thème ici est comment amorcer une vie bas carbone, moi je me suis dit qu'on allait un petit peu présenter ce concept parce que ça peut paraître un peu abstrait finalement. Donc là, je vais m'adresser à toi. Comment est-ce qu'on définit une vie bas carbone finalement? Oui, ça marche. Bonjour à tous. Alors effectivement, peut-être pourquoi aussi on parle de carbone, c'est que dans nos activités du quotidien, pour se nourrir, se déplacer, se loger, consommer, etc., vous le savez sans doute, mais derrière, il y a des émissions de CO2 qui sont cachées, donc du carbone. Et tout ça, ça a des niveaux qui augmentent de décennie en décennie. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de revenir à un niveau qui est soutenable pour la planète. C'est les objectifs de Paris. Et c'est ça qu'on appelle donc un niveau plus bas carbone, un niveau qui est raisonnable pour la planète. Ça ne veut pas dire s'arrêter de vivre, au contraire, ça peut être une vie très, très agréable et très heureuse, mais qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Ok. Peut-être Jean-Baptiste, toi, ta définition d'une vie bas carbone? Ouais, donc c'est bon, ouais, vous m'entendez bien. Oui, en fait, là, le problème avec cette définition, c'est une définition un peu technique, et surtout, elle dit ce que ça n'est pas, c'est-à-dire qu'on n'émet pas de gaz à effet de serre, mais elle ne dit pas ce que c'est. Et en fait, alors nous, à Résistance Climatique, on a une carte qui dit, voilà, c'est une vie qui permet la vie, une vie qui permet la vie. Donc pour nous, c'est ça, une vie bas carbone. C'est une vie qui va respecter les limites planétaires. Voilà, il y a les scientifiques qui ont identifié 9 limites planétaires, donc le climat en est une. Il y a aussi la question de la biodiversité et donc 7 autres. Et donc, une vie bas carbone, c'est une vie qui va respecter ces limites planétaires, les prendre en compte, mais également qui va, assurer, être au-dessus d'un plancher social, c'est-à-dire que les besoins fondamentaux, les besoins primaires vont être assurés pour l'ensemble de la population. Et par là, j'entends accès à l'eau potable, accès à l'éducation, égalité homme-femme. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu de à la fois, on respecte les limites, mais on assure un niveau minimum pour tout le monde. Super, merci beaucoup. Alors une fois qu'on a dit tout ça, qu'on comprend que notre vie elle a un impact, on parle donc de carbone, est-ce que peut-être, Damien, tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'impact qu'aujourd'hui, nous, on a en termes de chiffres, en termes de au quotidien? Quel est notre impact en termes de citoyens? Oui, je peux le dire. Alors, bonjour tout le monde. Oui, alors ça va dépendre un peu des outils, des méthodes, mais aujourd'hui, un Français moyen, donc j'insiste bien sur le moyen, c'est entre 10 et 12 tonnes équivalent CO2. Donc c'est pour parler de CO2, mais plus globalement de gaz à effet de serre. Donc chaque année, c'est ce qu'émet un Français moyen. Et donc Martin a commencé à le préciser, mais finalement tout ça se répartit selon différents secteurs d'activité. Donc notre façon de s'alimenter, notre façon de se déplacer, notre façon de se loger, notre façon de consommer. En gros, si je caricature, c'est à peu près un quart du poids de ces 12 tonnes, ces 4 gros secteurs. Alors après, il y a d'autres sujets, d'autres secteurs d'activité, mais c'est ça en fait notre impact aujourd'hui sur le climat. Donc il faut entre 10 et 12 tonnes, donc réduire par 5 si on veut respecter, ou par 6 en fonction du chiffre, si on veut respecter une vie qui permet la vie. Alors tu as mentionné un Français moyen ou une Française moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est quand même assez abstrait, là, encore une fois. Un Français moyen, je reste persuadé finalement qu'on habite en région Rhône-Alpes ou en région Bretagne. De toute façon, on a tous à peu près le même mode de consommation. Quand on parle d'empreinte, on parle vraiment d'approche consommation, donc c'est important de le préciser.
Et donc c'est ça un Français moyen. Et le seul critère, enfin pas le seul, mais un des principaux critères qui va nous différencier, ça va être finalement nos revenus, le revenu des ménages et la richesse en fait finalement. Et ça on le sait depuis plusieurs années, c'est que finalement plus on est riche, plus on pollue, plus on a une empreinte carbone importante. En France, ça peut aller de 3-4 tonnes jusqu'à 20-25 tonnes en fonction des personnes. Il y a même, je sais que par exemple l'empreinte carbone de Bill Gates, c'est à peu près 1500 tonnes équivalent CO2 par an. Donc voilà, on est loin des 2 tonnes. Mais voilà. Et ouais, on a des chiffres d'Oxfam qui nous disent que le 1% de Français qui émet le plus, il est à 56 tonnes aujourd'hui en France. Donc voilà, la moyenne elle est à 12 tonnes et on est à 56 tonnes sur le 1%. Donc il y a vraiment un enjeu effectivement d'égalité et de niveau de richesse tout simplement. Et qui dépasse d'ailleurs qui dépasse les frontières, parce que quand on regarde, on dézoome de la France et qu'on regarde à l'échelle mondiale, le Français moyen par rapport au Bangladais moyen, en fait, va consommer bien plus. Et donc ces niveaux de développement basés en effet sur le revenu et le niveau de développement économique ont un impact énorme sur la consommation de ressources. On est habitué à voir en effet que si tout le monde vivait comme les Français, vous avez peut-être vu passer ce graphique, on aurait besoin des ressources de 2,8 planètes pour subvenir à nos besoins, mais si vous allez au Malawi, on tombe à 0,7 planètes. Donc voilà, c'est cet écart de richesse, il est vraiment l'impact qu'il a, il est systématique, quoi. Rappelons que, d'ailleurs c'est dans le jeu, que les 10% les plus riches consomment 50% sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre, quoi. Je veux bien un petit complément, c'est au-delà du fait qu'on émet plus, il y a un côté, c'est qu'on exporte nos émissions. En fait, on exporte nos émissions vers les pays qui produisent les produits qu'on utilise, et même on exporte typiquement la déforestation. Voilà, quand on mange de la viande qui a été nourrie au soja, qui vient d'Amérique latine, on exporte la déforestation. Pareil, quand on mange des produits à base d'huile de palme, en fait, on exporte. En fait, on va déforester dans d'autres pays pour notre consommation. Donc ça, c'est l'empreinte carbone, tout à fait. Oui, exactement. Ouais. Et c'est assez intéressant de le mentionner, je pense, parce qu'il y a tendance à avoir beaucoup de confusion dans les débats publics entre on va diminuer en effet ce qu'on émet ici en France, mais si on ne regarde pas tout ce qu'on fait à l'étranger de par notre consommation en effet ou tout ce qui est un petit peu du fait de notre système, il nous manque une partie de l'équation finalement. Et c'est même encore plus grave, c'est même encore plus grave parce qu'à la limite en Europe et en France on a des réglementations qui sont plus drastique, on va dire, que quand on va dans certains pays d'Asie. Donc du coup, non seulement on délocalise nos émissions, mais en plus on les déréglemente en même temps. Donc du coup, l'impact il se multiplie. Et je complète sur les questions justement d'empreinte carbone par rapport à ce qui est émis vraiment en France. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on émet en France a tendance à diminuer. Ça diminue pas assez vite, mais ça diminue quand même un petit peu. En général, quand on communique, quand il y a de la communication en particulier de nos gouvernants, c'est sur ce chiffre-là qui diminue. Le problème, c'est l'empreinte carbone, elle reste complètement stable, et ça depuis 25 ans en fait. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le CGDD, les gens des ministères, qui disent que globalement l'empreinte carbone, elle ne diminue pas du tout en fait. Et ça, c'est dramatique. Et aussi, un point qui est dramatique, c'est que tous les engagements internationaux aujourd'hui, et les engagements, par exemple, l'engagement que prend la France de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, c'est un engagement qui est sur ce qui est fait sur le territoire. Donc au-delà de ça, au-delà du fait que ça diminue pas assez vite, il y a vraiment un enjeu que, en fait, on exporte énormément et ça, c'est pas du tout pris en compte. Et peut-être juste, oui, ça diminue pas parce qu'en fait, on importe beaucoup, on fait fabriquer ailleurs. Donc concrètement, c'est parce qu'on achète des produits manufacturés, nos smartphones, etc. Donc il y a un enjeu d'essayer de moins consommer ici pour qu'il y ait moins d'émissions là-bas. C'est délocaliser l'économie, c'est habile en termes d'émissions, quoi. Merci beaucoup. Alors, il y avait une chose dont on avait parlé toutes les deux, Camille, en préparant cette conférence, c'est que toutes les manières de diminuer son empreinte carbone, d'adopter une vie bas carbone, ne se valent pas. Et c'est ce que tu essayes de montrer finalement sur ton compte Instagram. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui, en effet. Déjà, il y a deux niveaux de lecture qu'il faut avoir. C'est qu'à l'échelle individuelle,
toutes vos actions ne vont pas du tout avoir le même impact. Et bien souvent, malheureusement, les actions les plus impactantes ne sont pas forcément les plus visibles. Moi, je suis rentrée, je me suis intéressée à l'écologie à travers le prisme du zéro déchet. Il y a quoi, 6 ans maintenant, 7 ans ? À l'époque, ça a émergé, c'était un peu une mode. Et c'est très satisfaisant, le zéro déchet, parce que vous voyez vraiment votre poubelle qui diminue énormément. Et avec ça, vous avez l'impression de sauver la planète. Dans les faits, une fois qu'on commence à vraiment se renseigner sur l'impact que ça a, c'est vachement bien, hein, le zéro déchet, je ne remets pas ça en cause. Mais par contre, à côté de arrêter de manger de la viande ou à côté d'arrêter de prendre l'avion, c'est vraiment peanuts, quoi. Sauf que c'est beaucoup moins satisfaisant d'arrêter de prendre l'avion parce que déjà on a l'impression d'avoir une privation et ensuite on ne voit pas les tonnes de CO2 qui sont évitées du fait de notre non-prise d'avion. Voilà. Donc en effet, il y a l'Institut Carbone 4 qui avait fait comme ça un découpage de l'impact qu'avaient les actions individuelles et qui montrait que rénover thermiquement son logement, végétaliser complètement son alimentation, arrêter de prendre l'avion, etc., était bien plus impactant que d'autres actions plus médiatisées peut-être. Voilà. Ça, c'est la première chose. Mais maintenant, n'oublions pas que la responsabilité ne porte pas que sur les épaules des individus et qu'en fait, il y a évidemment... Ce qui va vraiment impacter, c'est les actions collectives que l'on peut mener, qui sont absolument essentielles et qui sont celles qui vont certainement faire le plus bouger les lignes. Et donc, du coup, c'est comment collectivement, on essaie de se mobiliser pour faire changer les choses au niveau des lois, en faisant pression sur le gouvernement ou tout simplement en s'extirpant du modèle actuel, quoi. Alors ce que tu dis c'est hyper intéressant parce que ça fait un petit peu écho à une discussion qu'on a eue ce matin ou hier avec une partie de mon équipe où on s'est aperçu qu'on est toutes et tous un petit peu rentrés dans ce questionnement de notre mode de vie par la petite porte, la porte du zéro déchet en effet qui est la plus visuelle et que ça nous entraîne un petit peu dans cette démarche où on va commencer à tirer un petit peu cette pelote de laine et à se rendre compte qu'il y a un problème derrière qui est tellement plus gros que ça nécessite de se poser des questions en effet sur qu'est-ce qui dans ma vie vraiment a un impact. Et c'est peut-être là qu'on peut en arriver à toutes ces initiatives que vous avez chacun et chacune. Et je vais vous inviter à les présenter, puisque je pense que ça pourra apporter également des pistes d'action pour nos citoyens et citoyennes. Et je vais commencer par toi, Jean-Baptiste, avec Résistance climatique et le kit que tu vas nous montrer tout de suite. Oui, alors un petit mot sur Résistance climatique. En fait, il faut avoir en tête que ça fait 50 ans qu'on a des collectifs qui sont développés pour s'impliquer sur les questions écologiques. Il y a la politique, on parle régulièrement de l'élection présidentielle de 1974 avec René Dumont, donc j'y étais pas, mais on m'en parle assez régulièrement, donc ça a été un vrai mouvement qui a lancé le mouvement écologiste au niveau politique. Il y a des ONG, Greenpeace, les Amis de la Terre, qui sont des structures anciennes. Au niveau des scientifiques aussi, il y a le GIEC. Et en fait, ces structures, 50 ans après, ce qu'on voit, c'est que finalement, ça n'a pas eu d'impact. Nos émissions, c'est ce qu'on disait, en fait, elles n'ont fait que continuer à augmenter. Et le constat de Résistance climatique, c'était de dire, finalement, il y a un truc qui a été oublié, c'est l'engagement individuel et le fait d'incarner, en fait, aussi ce qu'on appelle à faire. Voilà. Typiquement, on pourrait se dire, imaginons que Greenpeace ait appelé ses militants à ne plus prendre l'avion, l'impact que ça aurait pu avoir depuis 50 ans en fait. Voilà. Donc partant de ce constat-là et aussi dans un contexte de défiance vis-à-vis du politique, parce que c'était le moment de la démission de Nicolas Hulot, qui a quand même ébranlé beaucoup de monde. Voilà, un petit groupe de personnes qui se sont dit, on va essayer de réunir des personnes qui ont décidé de se lancer sur des vies bas carbone. D'expérimenter en fait ce que ça peut être, de montrer que c'est possible et de montrer que c'est désirable. Et donc, dans un but aussi derrière il y avait une stratégie aussi de se dire c'est comme ça qu'on va commencer pour ensuite passer à l'échelle et pouvoir mobiliser ensuite, faire pression sur les entreprises et sur l'État. Voilà, donc c'est ça, Résistance climatique, c'est vraiment ça, c'est nous sommes ceux qui commencent, voilà, il y a un texte fort qui a été écrit, c'est nous sommes ceux qui commencent à montrer les vies bas carbone, mais pas dans le but d'être exemplaire, mais vraiment dans le but de
lancer un mouvement et créer ensuite un rapport de force en passant à l'échelle avec plein de gens qui se lancent eux aussi sur leur vie bas carbone. Donc au cœur de ça, il y a vraiment cet enjeu de passage à l'échelle, qui je pense que voilà, c'est 3 jours sur la fresque du climat, je pense qu'on est vraiment plein dedans, le fait de se dire on va essayer de toucher 1 million de personnes. Et il y a un enjeu qui est essentiel en fait là-dedans, c'est de sensibiliser, de toucher les gens, de partager les bons ordres de grandeur, justement pour ce que disait Camille, c'est-à-dire en fait les choses qu'on fait, que ce soit celles qui ont vraiment du poids. Et du coup, on a développé, moi j'ai contribué plutôt à la mise à jour, mais un certain nombre de personnes, en particulier Gilles Lasverret, qui est permaculteur, a développé cet outil qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone, pour justement à la fois montrer où on en est aujourd'hui en France, où est-ce qu'il faudrait qu'on atterrisse, et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en fait pour tendre vers des vies bas carbone. Je vous montre très rapidement. Peut-être pour te relancer là-dessus, là tu mentionnes qu'il y a quand même des choses très concrètes. C'est pas uniquement on envoie des chiffres et on explique que tout va mal et après démerdez-vous quoi. Exactement, vous allez voir, mais donc on a dit l'empreinte carbone en France aujourd'hui, elle est de 12 tonnes. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc c'est l'empreinte carbone moyenne, donc c'est un peu le concept du français moyen. On se nourrit déjà, et donc on a 2,5 tonnes juste pour l'alimentation. On se déplace aussi, et c'est le plus gros poste aujourd'hui, c'est quasiment 3 tonnes. Voilà, pour l'alimentation, on voit que c'est beaucoup de voitures, un peu d'avions également. Il y a un petit biais, c'est que tout le monde ne prend pas l'avion. On va voir dans 1 minute qu'en fait l'avion a un poids aussi assez considérable dans l'empreinte carbone individuelle. Et pourquoi on a le fret là-dessus? Pourquoi on a le fret? Alors le fret, c'est parce que c'est aussi dans les transports, et là le fret correspond typiquement, c'est je me commande une nouvelle télé sur Amazon ou un livre, et c'est ça qui va être là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a le train, le bus, c'est tout petit, vous le voyez pas en fait. Je pense que vous voyez voiture et vous voyez pas train et bus, et pourtant le train, le bus, ça déplace quand même des millions de personnes, même chaque jour. Enfin voilà, regardez les gens qui prennent le RER A tous les jours. Donc il y a aussi du volume de personnes qui est déplacé avec les transports en commun. Ensuite, on se loge forcément, donc on arrive à 2,7 tonnes également de logement, avec beaucoup de l'énergie. C'est le chauffage. Dernier poste, la consommation, en particulier l'habillement, mais peut-être plus encore l'informatique, l'électronique. Et là, ce qu'on voit, c'est que clairement, quand on dit le numérique, c'est génial, c'est tout dématérialisé, c'est faux en fait. Aujourd'hui, c'est extrêmement matériel. Et il y a l'utilisation, mais il y a aussi la fabrication. Imaginez tous les métaux, tous les matériaux qu'il faut sortir de terre, et donc toute l'énergie dont il y a besoin pour ça. Il y avait une petite carte que j'ai oubliée, et en fait, elle n'est pas si petite que ça, ce sont les services publics. Voilà, on en bénéficie tous, c'est particulièrement important en cette période. Il y a la santé, les hôpitaux, c'est du matériel high-tech, il y a des bâtiments, l'éducation, la justice, la recherche. Et tout ça, ça fait 12 tonnes. Et maintenant, la question, c'est où il faut qu'on atterrisse. On en a déjà parlé, je vous ai déjà montré la carte, c'est une vie qui permette la vie, et cette carte, c'est moins de 2 tonnes. Voilà. Et donc là, vous voyez résumé notre défi, le défi collectif, en France, mais globalement de l'humanité, parce qu'il faut tous qu'on arrive là, c'est passer sous les 2 tonnes dans les 20 à 30 ans qui viennent. Voilà, donc diviser par 6 notre empreinte carbone. Une fois qu'on a fait ce constat-là, qui est que c'est pas complètement évident, parce que vous voyez bien que chaque poste pris indépendamment, pris seul, il est déjà supérieur à la cible. Donc en fait, on aurait beau jouer sur l'alimentation, les transports et les logements, si on fait rien sur la consommation, on sera quand même au-dessus de 2 tonnes. Alors maintenant, on a parlé de solutions, voilà, il faut être optimiste. Conscient mais optimiste, et une première solution, je vais le faire sur le logement. C'est moins pratique avec un micro, j'ai pas l'habitude. Ça, c'est si on se chauffe, 40 mètres carrés par personne, un logement qui est mal isolé, donc de classe E. Alors c'est pas le pire, hein, aujourd'hui ça va jusqu'à G, la classe de nos logements. On émet 2 tonnes de CO2, et ça c'est pour se chauffer à 19 degrés la journée, 16 degrés la nuit. C'est pas hyper chaud en fait. Hein. Si vous suivez un peu votre température, vous verrez que 16 degrés la nuit, c'est plutôt froid. Si on isole et qu'on passe sur un logement de classe A et qu'on se met à chauffer avec du bois ou du solaire, et en fait la carte, vous la voyez, enfin vous la devinez, elle est toute petite. En fait, on a divisé par 10 notre empreinte carbone. On divise par 10 simplement, alors je mets des guillemets à simplement, mais juste en isolant notre bâtiment, enfin notre logement, et en prenant des moyens de chauffage moins émissifs, on divise par 10 notre empreinte carbone. Et donc ça, c'est une solution. C'est une solution qui est extrêmement concrète. Donc finalement, ça c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait eu une vraie loi climat. Par exemple, ouais. Exactement. Aujourd'hui, globalement, je crois qu'il faudrait qu'on rénove, enfin qu'on isole les bâtiments 4 ou 5 fois plus vite que ce qu'on fait. J'ai pas envie de monopoliser trop le micro, mais simplement sur l'alimentation, c'est pareil en fait. Enfin, c'est pareil. On a des pistes. Si je mange de la viande 1 fois par jour, à la fin de l'année, mon alimentation, elle sera responsable de l'émission de plus de 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc vous voyez, c'est à peu près la taille de la carte alimentation du français moyen. Donc en fait, c'est un bon résumé en France.
en moyenne, on mange de la viande 1 fois par jour, en alternant viande blanche, viande rouge, la viande rouge étant beaucoup plus émissive. Si par contre je deviens végétarien ou que je mange par exemple du poulet 1 fois par semaine, globalement je vais diviser par plus de 2. Je vais passer à 0,9 tonnes, moins d'1 tonne. Donc on a un énorme levier déjà. Et puis si je décide finalement de devenir végétalien en ayant une alimentation locale de saison et bio, et bien là pareil, hein, on est à 0,3 tonnes. Et donc là on voit clairement que on a un levier fort déjà au niveau individuel pour diminuer son empreinte carbone. Et on voit bien qu'avec nos 0,3 tonnes de régime végétalien et nos 0,2 tonnes de chauffage, eh bien on se donne une chance d'être dans les 2 tonnes. Un dernier mot là-dessus, c'est il faut voir tout ce qui vient. Enfin, c'est positif parce que du coup, on va être beaucoup plus respectueux du climat. On n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, le chauffage, derrière, c'est des économies. Le problème des passoires thermiques aujourd'hui, c'est que ça coûte un argent fou pour que ce soit en plus très très inconfortable. Donc c'est intéressant financièrement parlant, passer l'investissement bien sûr, c'est financièrement très intéressant. Et deuxième point, c'est aussi du confort gagné. Voilà. Et avec l'alimentation végétale, en fait, on va découvrir forcément, on va plus avoir de viande. Alors c'est marrant, hier je faisais une fresque du climat, j'ai montré cette carte et la réponse que j'ai eue c'est ah ouais d'accord, donc on mange de la salade et en fait on divise que par 2. Donc non, l'alimentation végétarienne c'est pas uniquement manger de la salade et même l'alimentation végétale non plus. Voilà, ce midi je mangeais chez Land & Monkeys, alors je vais faire un petit peu de pub, mais voilà une boulangerie végane qui est dans Paris et je peux vous dire que c'était extrêmement coquin ce qu'on a mangé, voire des choses complètement indécentes, dont un cookie en particulier. Donc l'alimentation végétale, non, c'est pas triste et ça peut être délicieux. Et si voilà. je peux me permettre de rajouter quelque chose sur la rénovation énergétique, c'est que ça diminue également les inégalités sociales en fait, d'avoir une rénovation globale, ça permet de gommer aussi des réalités sociales dramatiques, en fait, selon que vous habitez dans le 16e ou que vous habitez dans le fin fond du 91, quoi. J'ai juste 10 secondes, j'ai rajouté la carte pour l'avion quand même. On n'en parle pas trop, mais juste voilà, un aller-retour Paris-New York, on est quasiment à 2 tonnes. 2 tonnes, c'est ce qu'il faut qu'on atteigne dans les 20 à 30 ans. Donc clairement l'avion, il n'est pas compatible avec notre enjeu. Et j'ai mis une carte sur la voiture électrique pour montrer aussi que la voiture électrique, si on fait beaucoup de kilomètres, c'est un peu mieux que la voiture thermique, mais globalement, ce ne sera pas une solution de remplacer tout notre parc de voitures par des voitures électriques. Donc voilà, il va sans doute falloir un petit peu plus pédaler dans le futur. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et peut-être pour faire un lien avec l'actualité politique, si vous ne le savez pas, en ce moment, il y a le projet de loi climat et résilience qui est débattu au Sénat. Et il y a quand même des petites perles qui sortent chaque jour de la bouche de nos sénateurs et sénatrices. Donc déjà, si je prends la carte régime alimentaire, si on adopte un régime végétarien, on l'a vu, on a un impact. Il y a quand même un sénateur qui nous a dit je ne vois pas en quoi est-ce qu'un plat végétarien, ça nous permettrait de lutter contre le changement climatique. Déjà, j'espère qu'il y aura ce replay parce qu'on voit très clairement que ça va nous aider. Et pareil, sur l'aller-retour Paris-New York, un autre sénateur qui ne comprenait pas en quoi est-ce que mettre une taxe sur les billets, ça allait nous permettre de faire la transition alors que les compagnies aériennes ont besoin de cet argent pour acheter de nouveaux avions qui, eux, vont être plus propres. Encore une fois, stop le bullshit. Voilà, c'est tout. Donc merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Et puis maintenant, je vais donner la parole à nos chers Martin et Damien pour nous présenter nos gestes climat. Vas-y, commence. Alors, je pense que tu devais commencer sur pourquoi on a le contexte. Alors je vais commencer. Non, on l'a vachement bien préparé toute la semaine. Non, mais en fait, on a un peu le même constat que Résistance climatique. Et l'idée pour nous, c'était, et d'ailleurs à l'association Bilan Carbone, c'est de commencer par le départ, c'est-à-dire commencer par s'évaluer et un peu connaître ce fameux point de départ. Donc en tant que citoyen, c'est important que tout le monde puisse savoir finalement où il se situe entre ces 2 tonnes, ces 12 tonnes, et connaître aussi finalement les actions qu'il peut mettre en place. Et donc on a décidé il y a 1 an et demi, 2 ans de travailler en partenariat ABC ADEME sur un simulateur, une plateforme qu'on a appelée Nos Gestes Climat. On avait fait le constat qu'il y avait un certain nombre d'outils qui existaient déjà, qui avaient tous un mérite, au moins le mérite d'exister. Le WWF avait le sien, Good Planet avait le sien, Selectra avait le sien. Enfin, je pense qu'il y avait un certain nombre d'outils qui étaient présents sur le web.
La différence, et là sur lequel on a voulu insister, c'était déjà on était sur une mission publique, c'est-à-dire qu'on n'est pas une organisation privée à l'ABC et l'ADEME. Donc c'était important pour nous que finalement cette mesure de l'empreinte carbone soit un service public. Il y avait aussi un souci de transparence, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'outils qui n'étaient pas soit peu paramétrables, soit manquaient de transparence dans les sources de données utilisées. Donc on a fait un outil open source et totalement réutilisable. Donc ça c'était un peu le deuxième volet. Et puis le troisième, c'était finalement, alors pour les plus anciens et anciennes d'entre vous qui avaient connu le dispositif Coach Carbone, qui avait été monté par l'ADEME et la Fondation Nicolas Hulot il y a une quinzaine d'années, je pense. Il y avait un volet action, mais qui restait très statique. Et on a voulu aussi, du coup, après finalement cette mesure de l'empreinte carbone, apporter un programme d'action adapté aux réponses de l'utilisateur. Voilà. Je ne sais pas, Martin, si tu veux compléter. Non, après, peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le détail de l'outil. Bah ouais, clairement, moi je veux bien savoir en quoi ça consiste. Alors, j'ai amené aussi, c'est un peu moins visuel, mais alors, ça va tenir là-dedans, mais il se trouve que vous en avez peut-être aussi dans votre poche, donc n'hésitez pas à regarder, donc, à lancer nogestclimat.fr. Et donc, sur nogestclimat.fr, on a fait normalement un outil assez simple, c'est l'objectif. On a plutôt des bons retours, on a 300 000 utilisateurs, donc c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et vous allez juste faire un test en rentrant les catégories en fait, que vous avez déjà vues sur l'alimentation, les déplacements, la consommation, le logement, etc. Et c'est un petit questionnaire qui s'adapte à ce que vous allez renseigner, évidemment, qui va vous amener, qui va vous faire monter sur la balance et estimer votre empreinte climat. Alors à la fin, on ne vous laisse pas comme ça. Une fois que vous êtes monté sur la balance et que vous avez vu que vous êtes à sans doute plusieurs tonnes, vous allez pouvoir avoir des conseils sur des gestes, des actions concrètes qui vont vous permettre d'effectivement diminuer votre bilan. Du coup, c'est quelque chose de très adapté. Ce qu'on a voulu, c'est que quand vous ne savez pas, on a un petit bouton « Je passe » pour ne pas vous piéger avec trop de questions ou peut-être que vous n'avez pas certaines données sous la main. Mais si vous avez vraiment... c'est bien Jean-Baptiste, tu le fais en parallèle, bravo. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez passer, mais dès que vous avez les réponses, vous allez vraiment avoir un test qui est adapté à votre besoin, à votre réalité. Et ce qui est très important, c'est que les actions que je mentionnais, qui sont à la fin, elles sont aussi adapté à ce que vous avez renseigné. Donc si vous faites déjà pas de voiture, on ne va pas vous dire arrête la voiture. Mais si vous en faites un petit peu, les objectifs, les diminutions d'émissions qu'on va vous proposer sont vraiment précisément adaptés à ce que vous avez renseigné. Ok, donc là, si je prends cette salle, je me dis bien qu'on a toutes et tous un point de départ qui est totalement différent, ça le prendra en compte. Exactement. Donc au début, normalement, tout le monde part de la moyenne française qu'évoquait Jean-Baptiste. Alors c'est un tout petit peu différent parce qu'on l'a mise à jour récemment, mais on part de la moyenne et progressivement, chacun vient affiner son total par rapport aux réponses qu'il renseigne. Sauf s'il passe toutes les questions, mais s'il met vraiment les données qui le concernent, il aura son propre total. Ok. Peut-être pour avancer là-dessus, si je prends l'alimentation, par exemple, est-ce qu'il y aurait une mesure qu'on me proposerait si aujourd'hui je mange de la viande 2 fois par semaine ? Je pense que Jean-Baptiste a dit pas mal de choses aussi là-dessus. On se rejoint un peu sur les actions, ce qui est logique et rassurant. C'est rassurant. Mais peut-être pour rebondir sur l'exemple que tu prenais des sénateurs, ce fameux passage 12 tonnes à 2 tonnes, on est d'accord que urgence il y a, mais l'idée c'est pas non plus de dire demain je suis à 2 tonnes, et on est vraiment sur une réflexion sur ces 10-15 ans, sur une transition. Et donc nous ce qu'on a souhaité c'était de dire par exemple quelqu'un qui mange de la viande 1 fois par jour, on peut pas lui mettre devenir végétarien du jour au lendemain, et donc du coup commencer par une série d'actions adaptées pour finalement in fine arriver à devenir végétarien. Mais c'est un peu ça qu'on a voulu dans ces parcours de maturité citoyen, on peut les appeler comme on veut, mais l'idée c'était vraiment d'adapter quelqu'un qui va à Marrakech tous les mois en avion, on peut décemment pas lui demander d'arrêter l'avion, en tout cas tout de suite du jour au lendemain, et donc c'est peut-être l'accompagner aussi sur ces sujets, quoi. Petite réaction là-dessus, c'est qu'effectivement les 2 tonnes, je l'ai redit tout à l'heure, mais c'est dans les 20 à 30 ans qui viennent. On peut le voir aussi en se disant que c'est tous les ans, il faut qu'en gros qu'on baisse de 6%.
Ça fait beaucoup moins peur quand on le dit comme ça. Par contre, c'est vraiment 6% par rapport à l'année précédente. Donc ça se cumule, mais effectivement, on peut se dire que voilà, si on baisse sa consommation de viande de 10% tous les ans, déjà, on va plus vite. Simplement, il faut bien voir que tout le monde en France doit faire ça. Donc si nous, on s'y met, c'est peut-être bien qu'on aille un peu plus vite pour les gens qui vont commencer plus tard. Voilà. D'où l'importance aussi du mouvement résistant climatique, de se dire au moins, il y a des gens qui s'y mettent dès maintenant, qui montrent que c'est possible et de donner un peu la voix. Voilà, donc juste rapidement, pour répondre concrètement à ta question, sur l'alimentation, nous on va proposer manger de la viande que le week-end ou juste un repas sur 2. Après, il y aura aussi devenir végétarien, est un petit peu la palette, et tu vois à chaque fois à quoi ça correspond par rapport à ce que toi tu as renseigné comme régime, les diminutions en tonnes de CO2 pour toi. Ok, je comprends mieux. Alors là, on a parlé d'outils, de choses un petit peu ancrées avec des chiffres, etc. Camille, toi, sur ton compte, tu utilises un autre moyen, tu utilises notamment l'humour. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les moyens que tu utilises, outre l'humour, pour sensibiliser, et d'où t'est venue cette idée surtout ? Alors, moi, j'utilise en effet l'humour parce que je pense que c'est une arme de sensibilisation massive et parce que les données sur le climat, sur la chute de la biodiversité, elles existent depuis 50 ans. Donc, en soi, les rapports du GIEC qui tombent année après année ne font que confirmer la trajectoire de ce que l'on disait déjà avec le Club de Rome, quoi. Donc, grosso modo, je suis partie un peu de cette interrogation en me disant comment est-ce possible que, quand on est dans les chiffres et quand on regarde tous les rapports qui disent tous la même chose et tous les comités scientifiques qui disent tous la même chose et rien ne bouge. Et on a beaucoup d'explications à ça, énormément, on est pétri de biais cognitifs, mais le fait est que du coup, je me suis dit comment je peux essayer d'amener quelque chose ce même message, mais différemment, pour passer plus par de l'émotionnel. Enfin, de passer par le cœur un peu pour aller toucher le cerveau, quoi. C'était un peu ça l'idée. Moi, j'utilise l'humour. Par contre, je suis plus réceptive à la colère. C'est une autre manière de passer par le cœur pour aller toucher le cerveau. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'aller développer nos émotions par rapport à ce qui est en train de se passer pour le vivant, en fait, c'est très important. Et donc, j'ai essayé de contribuer à ça. Dans un premier temps, en montrant les absurdités des situations ou en proposant des solutions de façon un peu ludique, sympa, non culpabilisante, etc. Et donc, en effet, en utilisant les réseaux sociaux, tout à fait, il y a une dissonance complète là-dessus, hein, assumée. Et donc, en effet, pour montrer quelles sont les solutions que l'on peut adopter à l'échelle individuelle et à l'échelle collective pour faire changer les choses. Et je suis mon propre protagoniste, je me mets en scène là-dedans. Et comme je suis vraiment la meuf lambda, quoi, meuf lambda dans mon cadre privilégié, évidemment, je parle d'une position qui est située, hein, mais si moi je peux aller faire de la désobéissance civile et m'enchaîner dans une tour totale à la Défense, a priori, vous voyez, on dirait pas comme ça, hein, mais voilà, tout le monde peut le faire. Voilà, donc c'est un peu ça le message. Et je fais ça depuis plusieurs années maintenant. J'essaye de montrer quelles sont, de manière hyper pratico-pratique, des solutions, mais jusque dans la consommation du quotidien. Et puis petit à petit, ça a évolué, c'est-à-dire que je me suis aussi rendu compte qu'en fait, cette glamouriser d'une certaine manière, montrer que que la sobriété pouvait être désirable, c'était vachement chouette, on en avait vachement besoin, mais ça avait les limites de l'outil que j'utilise, qui d'une part appartient aux GAFAM, qui d'autre part crée quand même une rupture numérique, hein, voilà. Tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. Si vous vous retrouvez sur ma page, c'est quand même qu'on a déjà beaucoup de choses en commun, comme les personnes qui sont là. Hein. Voilà, on n'est pas représentatif de la France, ne nous voilons pas la face. Donc du coup, je me suis dit comment on dépasse ça. Et du coup, actuellement, je suis en train de travailler à une reconversion professionnelle pour en fait aller plus loin que ça, mais vraiment aller sur de la narration de nouveaux récits collectifs pour essayer de se dire comment on embarque tout le monde sur un idéal commun
au maximum de sociétés, hein, les avis divergents, ça fait de la richesse, mais pour essayer de vraiment transformer nos imaginaires et se dire, pour que nos luttes elles aboutissent, quel que soit le format de lutte que l'on choisit, on a besoin d'une révolution culturelle qui fasse qu'en fait, dans nos esprits, on est prêt à la suite. On est prêt au fameux monde d'après. Mais aujourd'hui, quand vous demandez aux gens, ça ressemble à quoi le monde d'après ? Franchement, il n'y a pas grand monde qui sait vous répondre, quoi. Vous avez quelques instituts qui font un travail fabuleux là-dessus de projection, d'anticipation, mais concrètement, quand est-ce que à la télé, auprès de médias grand public, enfin la télé on espère qu'elle n'existera plus bientôt, mais donc auprès de médias grand public, on a des nouveaux récits, des nouvelles narrations qui nous donnent envie d'y aller, et puis envie d'y aller avec de la joie en fait, et avec de l'envie, et quelque chose qui nous anime vraiment, et voilà, c'est ce à quoi j'essaie de contribuer. Donc très concrètement, ça veut dire j'essaie de faire des films qui racontent une autre histoire, voilà. Ce que je trouve assez beau dans ton histoire, c'est que finalement tu partages toi aussi ton parcours d'une vie bas carbone, et que tu essaies de nous montrer que malgré le fait qu'il faut quand même abandonner certains privilèges, parce que oui, prendre l'avion c'était un super privilège, aller au bout du monde c'était super, et tu rends en effet le tout désirable, et je pense que c'est le plus compliqué, parce que être mis face à l'urgence et face au fait qu'il faut en effet agir, c'est une première chose, c'est un premier pas. Mais comprendre qu'on peut le faire, qu'en tant qu'individu, on a cette capacité en nous de changer, c'est le plus compliqué presque. Donc, est-ce que c'est aussi un de tes objectifs aujourd'hui ? Bah oui, complètement, mais justement, c'est montrer qu'on peut le faire, que ça ne signifie pas, sobriété n'est pas égale, je sais pas, enfin tristesse, désespoir, dépression et vie austère. Voilà, sobriété n'est pas égale à austérité, et manque de confort, parce que c'est souvent un truc qu'on me dit, ouais, mais du coup le confort. Bah, franchement, ça va quoi. Et je ne suis pas quelqu'un qui a une résistance au confort, enfin qui a une tolérance, disons, à l'inconfort énorme. Hein. Donc voilà, mais pour autant, donc encore une fois, voilà, c'est complètement accessible. Je pense qu'il faut en faire l'expérience pour le comprendre et pour vraiment l'intégrer. C'est-à-dire plutôt que de partir à Ibiza cet été, aller faire du woofing dans un écolieu. Suggestion, je vous fais une petite proposition et vous allez voir que en fait, on vit très bien, même si on n'a pas d'eau courante, même si on n'a pas le chauffage ou whatever. Et en plus, on redécouvre, on redonne de la place en fait à d'autres choses qui peuvent être très importantes et qui nous nourrissent autrement en fait, de liens, d'amour, de joie, d'amusement, de reconnexion au vivant, de réapprentissage des essences qui nous entourent. Enfin, il se passe énormément de choses. On a l'impression très souvent qu'il y a cette opposition entre la culture et la nature, et que bien évidemment la culture c'est supérieur à la nature, etc. Mais en fait, on a tellement de constructions culturelles qui ont besoin d'être balayées, complètement cassées, et qui vont montrer que oui, même au fin fond des Cévennes, dans un lieu où ça capte pas la 4G et même pas la 2G, que dalle. Il y aura bientôt la 5G, c'est bon. Bah voilà, en fait, il peut se passer. Enfin, on peut grandir intellectuellement, on peut avoir une hygiène de vie, oui, même sans prendre de bain. Enfin, tout ça, quoi. Et tout ça peut être hyper ressourçant et hyper, épanouissant. Voilà. Alors, outre le fait d'aller dans les Cévennes et de se mettre à la permaculture, est-ce que tu mets en avant d'autres façons très concrètes de s'engager au quotidien quand on est un urbain, qu'on n'a pas le temps parfois d'aller en vacances ou pas l'argent ? Comment est-ce qu'on fait ? Écoute, alors il y a
énormément. Pour un urbain, déjà, il y a un tissu associatif qui est énorme et je pense qu'ici, c'est un bel exemple. Vous pouvez faire de la revégétalisation urbaine. Il y a la serre d'Ophélie qui est au bout, que je vous invite vraiment à aller voir, aller acheter des petits plants. Fleurissez vos jardinières, mangez les produits que vous produisez sur votre balcon. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Et sur la façon dont on prend notre place aussi dans la ville et comment on influence cette ville. Vous pouvez même faire de la green guérilla. Je vais rester sur la végétalisation en ville, mais faites des bombes de graines et allez en mettre partout autour de chez vous. C'est fascinant, c'est merveilleux. Autour des ministères aussi pour les aider à verdir leur projet de loi. Exactement. Il y a énormément de choses très concrètes que l'on peut faire et je pense qu'on peut surtout les faire ensemble, en fait. C'est très lourd et déprimant quand on se rend compte de l'urgence climatique et qu'on se dit « Oh là là, mais qui je suis, moi, cette espèce de petit grain de sable qui va faire changer les choses ?» Évidemment, on ne changera pas les choses tout seul. Mais par contre, quand on rentre dans l'action, non seulement déjà, ça fait du bien, vraiment. C'est le meilleur moyen de contrer l'angoisse, la fameuse éco-anxiété dont on entend de plus en plus parler, ou solastalgie. Donc entrer dans l'action, ça fait du bien, mais surtout ça relie et ça crée du lien avec d'autres individus avec qui on se rend compte qu'on peut faire des choses incroyables. Par exemple, autre exemple très concret de ce que vous pouvez faire ici, aller défendre les jardins d'Aubervilliers, pas très loin d'ici, quoi. C'est des projets comme ça qui font que on va avec d'autres inconnus aller lutter pour le vivant, pour le petit brin de nature qui sont en train d'être détruits sous la minéralisation de nos territoires, alors que ce sont en plus des laboratoires sociaux et de tissage de liens géniaux, quoi. Donc engageons-nous sur ce genre de projet et ça peut paraître anodin et en fait ça l'est pas du tout fondamentalement. J'ajoute, j'insiste sur le côté le collectif, en fait, à quel point c'est important en fait de créer du lien avec des gens qui partagent nos inquiétudes. Et en fait, on se rend pas forcément compte, mais il y a un énorme tabou autour de la question de l'urgence climatique. On peut le voir, en fait, c'est facile de faire une fresque et d'animer pour des gens qu'on connaît pas, mais allez faire une fresque avec vos parents ou vos frères et sœurs. Aller faire une fresque avec vos collègues, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, globalement, on vit quand même toujours, même si il y a une conscience diffuse qu'il y a un souci, on vit vraiment dans un espèce de tabou généralisé sur la question de l'urgence climatique. Et justement, de s'engager, de trouver d'autres gens qui partagent ça, ça permet de se dire « Ah, mais c'est bon, en fait, j'étais pas fou. Il y a vraiment quelque chose qui va pas et il y a d'autres gens qui le pensent. » Et en fait, ça fait un bien fou. Ouais, là-dessus, je dirais qu'en tant que militant, on a souvent tendance à mettre notre vie un petit peu dans des box, dans des petites boîtes où on se dit ça c'est ma safe zone, je vais pouvoir parler écologie, etc. Et puis quand je rentre chez mes parents, il y a une blanquette sur la table, c'est pas on va rien dire, on va éviter le conflit. Mais en effet, se forcer à parfois démarrer un petit conflit, mais peut-être que plus tard, papa, maman sur la table, ils mettront un petit peu plus de légumes, ça vaut parfois le coup. Et je vais en refaire un petit peu dessus, mais en fait, avec Inventons nos vies bas carbone est vraiment idéal pour ça. Je peux en parler dans mon cas personnel. La première fois que j'ai vraiment parlé de climat avec mes parents, c'est parce que je leur disais tiens, demain je vais animer et regarder voilà la carte et tout ça. Et en fait, j'ai pu aborder la conversation de cette manière-là. Et 3 jours après, mon père m'a dit tiens, j'ai fait un bilan carbone. Voilà. Donc vraiment, c'est aussi un outil qui permet justement, parce qu'il met de la distance entre la personne qui présente et ce qui est présenté, et du coup, ça permet d'aborder les choses de façon beaucoup plus facile. Et je vais juste rajouter un petit pour vous donner un exemple, mais j'ai des copains écolos comme moi, j'en ai d'autres qui sont pas écolos aussi, mais j'ai récemment été à un mariage de personnes écolos qui ont décidé de faire un mariage, donc c'est quand même le moment festif de célébration par excellence dans notre société, végétarien et vegan, sans alcool, dans un lieu en pleine nature, et a priori on aurait pu se dire ouf, chiant quoi. Ils prennent des risques. Et pas du tout. C'était incroyable, c'était très cohérent avec qui ils étaient et ça a
ils ont imposé ça un peu à tout le monde, dont la famille, les viandards, tout le monde qui dit alors machin, le champagne il est où, le jus de sirop qui pétille, le kombucha, etc. ont fait clairement office d'eux et c'était incroyable et c'était l'énorme teuf parce que au final c'est pas la viande que vous avez dans votre assiette qui fait la célébration, ça va être la musique, c'est les personnes qui sont là, c'est la joie de se retrouver. Enfin, à un moment, ouais, ça paraît peut-être bisounours de le dire, mais c'est vraiment ça qui fait la beauté d'un événement, quoi. Et alors c'est un petit peu moins festif ce que je vais dire, mais c'était juste le fait de partager, c'est important aussi parce que quand on est sensibilisé, on est peut-être déjà à 5, 4, 3 tonnes. Bon. Et en fait, on est un peu déjà au taquet, on se dit 2 tonnes, j'ai plus grand-chose. Et peut-être qu'on peut aller chercher des tonnes chez d'autres. On a peut-être des amis qui sont à 15, à 20. Et en fait, si on va chercher 4 tonnes chez eux, c'est déjà ça de prix. Donc c'est aussi intéressant pour ça, je pense, d'aller essayer de convaincre d'autres qui sont dans nos cercles, donc qui vont nous écouter. Essaye de nous inciter à faire de la compensation carbone avec les autres, c'est ça ? Non, tu continues ton propre exercice. Tu vas et quand tu es un peu au plancher, tu peux aller chercher chez les autres. Là. Et puis peut-être pour ouvrir un petit peu la discussion, parce qu'on a beaucoup parlé du rôle des citoyens et des citoyennes, mais on a mentionné en filigrane qu'on n'était pas tout seul sur cette terre à faire n'importe quoi parfois, qu'il y avait aussi les gouvernements, aussi les entreprises. Et là-dessus, je vais mentionner un rapport qui est en effet critiquable, qui est celui de Carbone 4 et qui nous explique qu'avec un mode de vie héroïque, donc même si vous êtes au taquet, que vous presque ne mangez plus rien, ne respirez presque plus, etc., vous arrivez à seulement un tiers de la solution. Donc moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on va aller secouer tous ces acteurs, que ce soit du public ou du privé, qui sont parfois un petit peu enracinés dans leurs bêtises et qui ont du mal à comprendre qu'eux aussi, ils doivent agir pour la transition écologique. Moi, je veux bien juste commenter un petit peu l'étude, parce qu'en fait, à chaque fois que je fais un atelier, que ce soit la fresque ou Inventons nos vies bas carbone, on me sort cette étude et malheureusement, on la sort pas pour les bonnes raisons. En fait, il y a plusieurs messages dans cette étude, mais en général, celui que les gens ont retenu, c'est celui qui les arrange bien pour ne rien changer. C'est celui de dire, en fait, l'individu ne peut faire qu'un tiers ou 25%, tout le reste, c'est le collectif. Et du coup, c'est vraiment... Cette étude, elle a eu un pouvoir, alors c'était sans doute pas intentionnel, mais dans les faits, elle a un pouvoir de démobilisation incroyable. Et donc vraiment, je passe du temps, et je suis pas le seul, je connais des gens dans cette salle qui passent aussi leur temps à essayer de remettre cette étude un peu à sa place. Alors 2-3 éléments à avoir en tête, c'est alors que dans l'étude même, on dit bien l'individu a du pouvoir, simplement, c'est pas suffisant. L'étude, alors c'est une étude, c'est des gens très sérieux qui l'ont fait, mais ça reste une étude d'un cabinet de conseil, c'est pas un travail scientifique, il n'y a eu aucune revue par les pairs. Typiquement, il y a des gens de résistance climatique qui ont écrit pour essayer d'avoir quelques renseignements supplémentaires. Les réponses n'ont pas du tout été satisfaisantes. Il y a quand même des partis pris, des côtés très arbitraires sur certains choix. Par exemple, on dit c'est héroïque d'être végétarien. Bon. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit héroïque d'être végétarien. C'est héroïque d'arrêter de prendre l'avion. C'est héroïque de pas prendre sa voiture quand on est citadin. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses dans cette étude très très arbitraires et qui du coup amènent vraiment à de la démobilisation. Il y a un autre élément aussi, c'est que finalement, sur l'aspect... donc il y a une partie individu, il y a une partie plutôt économie, et donc sur la décarbonation de l'économie, pour le coup, ça met complètement de côté ce que ça va demander comme effort aux individus de décarboner l'économie. Je finirai là-dessus. Le but, c'est pas d'enfoncer à tout prix l'étude, mais juste de replacer à la place. Vraiment, le message principal de l'étude, c'est l'individu a du pouvoir. Simplement, c'est pas suffisant. Jean-Marc Jancovici lui-même, qui est donc un des associés fondateurs de Carbone 4, qui est responsable de cette étude et qui fait partie des gens qui y ont contribué, quand il commence cette étude, il dit c'est 50-50. Voilà, j'ai suivi un Facebook Live où Jean-Marc Jancovici lui-même disait c'est 50-50. Un élément pour compléter et pour aller un petit peu plus loin, le gros problème en fait de comment cette étude est utilisée, et encore une fois c'est pas la responsabilité de ses auteurs, mais dans les faits c'est comme ça qu'elle est utilisée, c'est un peu un énorme biais, vraiment un gros souci de raisonnement, c'est de dire parce que c'est non suffisant, on va pas le faire. Il y a vraiment une confusion entre ce qui est nécessaire et ce qui est suffisant. C'est sûr que d'arrêter de prendre l'avion, c'est pas suffisant. Même si moi j'arrête de prendre l'avion, même si nous tous on arrête de prendre l'avion, bon on est quelques-uns à déjà l'avoir fait, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais même si nous tous on arrête de prendre l'avion, on sait que c'est pas suffisant pour sauver le climat. Est-ce que pour autant
c'est nécessaire, oui c'est nécessaire, et donc il faut le faire. Trop souvent on entend dire de toute façon, ça va rien changer que je prenne l'avion ou pas, donc je pars à Bali. Voilà, et donc vraiment ce truc de ce qui est nécessaire, et nous on essaie vraiment de faire la pédagogie du nécessaire, et donc déjà faisons le nécessaire à notre niveau, et puis après il restera encore des millions de personnes à convaincre de faire pareil, et puis de changer de fond en comble notre économie, et puis il y aura sans doute un petit peu de diplomatie à faire ensuite pour aller convaincre les autres pays, parce que voilà, on va pas le faire tout seul, mais en tout cas arrêtons parce que c'est pas suffisant de se dire du coup je fais pas, non, faisons le nécessaire. Oui, peut-être pour rebondir là-dessus, sur l'aspect démobilisateur, je le comprends tout à fait. Là où moi ça peut me déranger un petit peu plus, et c'est pour ça aussi que je vous ai posé la question et que je vous pousse à ouvrir la discussion, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de gouvernements qui se cachent derrière cet argument de si vous faites votre part, déjà on aura fait une grosse partie du chemin et nous on comprendra que c'est urgent de le faire. Et quand on voit qu'on a perdu énormément de temps à parler du tri, alors qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'études qui nous montrent que c'est pas ouf en fait. Pareil sur la pêche, il y a beaucoup de choses en termes de déchets plastiques, etc. dans les océans qui sont en train d'être questionnées. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser ça et peut-être à répondre aussi à ce problème de fact-checking finalement dans ce qui apparaît dans l'espace public? Ouais, un commentaire rapide, après je laisserai la parole aux autres, mais évidemment, et en fait j'aurais dû dire ça en premier, même avant de commenter l'étude, c'est la question, elle est essentielle, d'ailleurs c'est un peu de ça dont on parle depuis le début, c'est comment on passe à l'échelle. Le problème en fait c'est qu'on est en train de, et en fait même là on est en train de le faire, d'opposer action individuelle et action collective. Arrêtons d'opposer, en fait il faut les deux sont nécessaires, simplement, on a besoin des deux. Et nous, à notre niveau, nous sommes des individus, donc faisons ce qu'on peut faire à notre niveau, mais toujours dans le but de se dire qu'il faut que ça passe à l'échelle et que ça devienne collectif. Je réponds très rapidement, il y a plein de choses qu'on peut faire. Sensibiliser, expliquer aux gens les mécanismes du changement climatique, c'est ce que fait la fresque du climat. Donner les ordres de grandeur, c'est ce que fait Inventons nos vies bas carbone, c'est ce que fait nos gestes climat et plein d'autres outils. Donnons envie avec des vies bas carbone, c'est ce que fait Camille avec ce qu'on blogue, c'est aussi ce qu'on essaye un petit peu de faire, même si c'est vrai que ça passe parfois un peu pour un travail d'ingénieur, mais il y a aussi l'idée que de tout ce qui est positif dans les vies bas carbone. Donc voilà, déjà quelques pistes de choses qu'on peut faire, et puis j'imagine que vous avez plein d'autres idées. Oui, enfin juste pour compléter, mais je partage l'essentiel de ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste. Je ne vais pas recommenter l'étude, mais j'ai fait le même constat. Donc voilà, on n'avait pas échangé, mais je pense qu'il faut faire attention aux chiffres. Ça fait quand même 20 ans que l'association Bilan Carbone et l'ADEME ont conçu ce bilan carbone avec l'appui de Jean-Marc Jancovici, d'ailleurs je vais le reciter. Mais les chiffres, on leur fait à peu près dire ce qu'on veut, et en effet à partir du moment où on n'a pas la source, la transparence et autres, il suffit de changer une hypothèse et on passe de 20% à 30% à 40%, et donc l'essentiel étant pas là, l'essentiel étant bien de faire et de coupler le collectif à l'individuel. Alors oui, on peut faire plein de choses, je pense qu'il y a eu des conférences sur le sujet ces jours-là, mais on parlait de sensibilisation. Nous, à l'association Bilan Carbone, et d'ailleurs c'est un projet pour lequel l'ADEME nous soutient également, on insiste beaucoup sur les enjeux de formation. Alors on a parlé d'éducation, enseignement secondaire, enseignement supérieur, mais on pourrait imaginer, on parlait de décideurs publics et tout à l'heure des jardins d'Aubervilliers, donc là clairement c'est une décision de pouvoir public. On pourrait imaginer d'imposer à tous nos élus une formation de 4-5 jours sur ces sujets avant de rentrer dans l'hémicycle. Ça éviterait justement d'avoir ces sénateurs qui racontent un peu n'importe quoi. Donc il y a ces enjeux-là, et puis après il y a... j'ai l'impression quand même qu'il y a une... Je crois qu'en plus qu'il y a Fabrice Bonifay qui intervient, alors je ne sais pas si c'est ce soir ou demain, mais oui c'était hier, pardon, excusez-moi. Bon, il est intervenu, il a sûrement parlé de ça, mais je pense que ce sujet de l'empreinte carbone, si on le fait aussi à l'échelle de l'entreprise, sur la décarbonation, c'est aussi, je pense, aujourd'hui prendre conscience des risques et des opportunités. Et aujourd'hui, alors on peut parler de réglementation, on peut parler de taxe carbone, on parlait de gestes citoyens, mais par exemple le risque réputation, si je prends un exemple comme Yuka, Yuka a fait retirer quand même un certain nombre de produits des étals d'Auchan. Et le risque de réputation, mais c'est le Forum mondial économique qui le dit, c'est 25% de la valeur d'une entreprise. Donc aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des associations comme Avenir Climatique, comme le Manifeste pour un réveil écologique, qui se saisissent du sujet, on voit bien que derrière, il y a un risque de réputation. Donc il y a l'action citoyenne, il y a l'action collective, et puis bien sûr,
le pouvoir politique. Et pour moi, le principal, c'est sûrement la réglementation. Il y a un moment où je pense qu'on arrive à une urgence telle que je pense qu'il va falloir passer par aussi une réglementation plus sévère sur ces sujets pour les acteurs. Aussi pour accompagner la transition, toutes celles et ceux qui sont plus éloignés de ces sujets que nous toutes et tous. On le voit sur la rénovation thermique aussi. Il y a parfois des enjeux de budget qui nécessitent les pouvoirs publics. Et là, je m'adresse peut-être à toi, Camille, sur un sujet dont on avait parlé, le changement systémique. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision là-dessus ? Alors j'avais vraiment très envie de répondre juste à ta question d'avant, mais après tu peux me la reposer sur, sur comment on fait réagir les institutions, les pouvoirs publics, les entreprises. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit parce qu'il ne faut pas une stratégie, il en faut plusieurs et elles se nourrissent les unes les autres. Donc évidemment le travail de plaidoyer, de formation est absolument essentiel pour accompagner les décideurs au changement, mais moi j'aimerais vraiment rajouter un truc là-dedans, c'est qu'on a besoin que notre stratégie de blocage soit bien plus radicale aussi par rapport à ces entités-là, c'est-à-dire que on a besoin concrètement d'avoir des ZAD partout et on a besoin qu'il y ait des gens qui les tiennent et qui s'impliquent et qui prennent des risques et pour des risques juridiques par rapport à la défense de ce vivant. Et je pense que vraiment on a besoin à un moment de taper un grand coup du poing sur la table. Il y a plein de manières de le faire, mais toujours est-il qu'on a besoin de se radicaliser dans notre intransigeance par rapport à ça. On a aussi besoin de discussion et de dialogue, évidemment, mais on a aussi besoin de cette radicalité et on a aussi besoin de montrer qu'on peut se passer tout simplement du système tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des municipalités ou alors à des plus petites échelles des communautés qui vivent en autonomie et en autosuffisance, coupées à peu près, mais quand même très largement coupées du reste de la société. Et ça fonctionne en fait. Et je pense qu'on a besoin de voir que ça existe aussi et que il y a ces laboratoires là de micro-sociétés qui existent. Et pour moi, c'est d'autres stratégies qui viennent complémenter, être complémentaire des autres et de l'accompagnement. Parce que quand on voit ce qui a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, qui est quand même l'exemple ultime, quoi. C'est-à-dire qu'on prend des citoyens lambda, on les forme, ils sont capables de pondre des mesures bien plus radicales et bien plus ambitieuses que ce que font nos députés et sénateurs aujourd'hui. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc comme quoi c'est pas seulement l'accompagnement qui est la formation et l'instruction et la connaissance, et Dieu sait que moi mon boulot c'est d'y contribuer, tu vois, qui vont faire changer les choses. On avait vraiment besoin d'une poussée dans tous les sens, voilà. Donc je voulais juste compléter là-dessus. Du coup, je vais répéter ma question. Ça rejoint ce que tu viens de dire sur le besoin d'un changement systémique. Ouais. Parce qu'en effet, si on change tous, mais que le système reste le même, finalement, bon, à quoi bon ? Est-ce que tu pourrais nous partager ton avis ? Mon avis, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre les problèmes séparément les uns des autres. Si on dit par exemple, j'essaie de vous montrer une façon linéaire de penser, mais on a besoin de démanteler l'industrie de la viande, par exemple. Voilà. C'est aussi comment on va faire en sorte que on ne se retrouve pas avec une augmentation du chômage exponentielle. Voilà, le but, en fait, c'est vraiment de penser les solutions et de repenser le système véritablement dans son ensemble, pour que déjà il y ait personne qui soit laissé sur le bord de la route, mais pour faire en sorte que la transformation elle soit pérenne et qu'on ne retombe pas dans d'autres travers, quoi. Il n'y a pas de les problèmes sont
je pense pour ceux qui ont fait la fresque vous l'aurez vu, vous l'aurez bien compris, les problèmes sont complexes. On a besoin de penser cette complexité. Aujourd'hui, on n'est plus trop habitué à faire ça, mais on a besoin du coup d'amener des solutions qui sont elles aussi complexes, nuancées, radicales, et on a besoin d'adresser tout ça. Tout se tient, quoi. Voilà, par exemple, quand vous isolez un logement, que vous utilisez, vous isolez un logement, vous le faites de manière écologique, et Dieu sait qu'on a besoin d'isoler nos logements aujourd'hui en France, et on va utiliser par exemple, je sais pas, du chanvre. Voilà, le chanvre est un super matériau très écolo pour isoler, et ça fonctionne très très bien, ça va nous faire plein d'économies, mais si vous faites venir le chanvre de Chine, c'est un peu problématique en fait. Donc c'est tout ça, quoi. C'est comment on relocalise, comment on recrée du coup par là même de l'emploi, comment du coup on utilise cette ressource locale pour transformer nos habitations et pour rénover et non pas construire de nouvelles choses. Enfin voilà, c'est tout ça, quoi. C'est une histoire qui se raconte globale, quoi. On ne peut pas adresser juste les choses en se disant je vais diminuer mes déchets et ce sera bien. Non, pas du tout, ça suffit absolument pas. Je veux bien faire un petit complément là-dessus. Il y a d'autres moyens de s'engager, je vais faire le lien, mais c'est donc les politiques et c'est voter. Donc voilà, juste rappeler que demain on vote, et en fait c'est important parce que voilà, on décide qui vont être les gens qui vont avoir du budget, enfin des gros budgets en fait. Moi je suis dans la région Centre-Val de Loire, le budget de la région c'est plus d'1 milliard d'euros. Donc c'est pas rien du tout. Donc les gens qui sont responsables de l'allocation de cet argent, en fonction de qui c'est, ça va avoir des impacts. Et clairement, on a discuté sur un sujet sur les transports. Le candidat écologique a été attaqué sur le fait que voilà, il voulait remplacer les voitures, le fait que les gens avaient besoin de prendre la voiture pour aller voir le médecin, par exemple, ou acheter une baguette, et leur dire mais vous voulez qu'ils le fassent à vélo. Mais en fait, le problème, c'est d'avoir besoin de faire 15 km pour aller voir un médecin ou pour aller acheter sa baguette. Donc en fait, c'est en ce sens-là que c'est complètement systémique et qu'il y a vraiment tout un truc à revoir. On voit bien le poids de la voiture aujourd'hui en France, il est énorme. Simplement, il est évident que c'est pas en se mettant tous au vélo, enfin c'est pas possible en fait de se mettre tous au vélo. Il y en a qui peuvent le faire, mais c'est pas tous. Il y a vraiment des enjeux beaucoup plus globaux et beaucoup plus systémiques à revoir. Bien. Merci à tous les quatre, et je pense qu'on va se garder 5-10 minutes pour des questions. Je pense que vous en avez. Il y a une question au fond là. Merci. Merci beaucoup pour vos échanges et surtout pour vos outils. Je les affectionne particulièrement. Et je vais tricher un peu parce que c'est pas tout à fait une question, c'est plutôt une proposition. En fin de fresque du climat, il y a un moment de débrief action, on aide les personnes à passer à l'action. Et avec une fresqueuse, on a créé un outil qui permet en 5 minutes de faire son empreinte carbone et après de pouvoir trouver des actions personnalisées. Et il sera présenté juste là sur la mezzanine dans l'espace animateur à 17h. Et du coup, vous êtes tous et toutes conviés, animateurs et animatrices de la fresque du climat, à venir découvrir cet outil. Voilà, merci. C'est une proposition, pas une question, désolé. J'ai une petite question. Donc, personnellement, j'ai essayé de faire le bilan carbone individualisé. Je crois que je suis à 3,7 tonnes à peu près. La question que je vous pose, est-ce que vous arrivez à respecter le critère des 2 tonnes? Parce que ce qui reste à faire, je trouve que c'est assez démentiel pour arriver aux 2 tonnes. La réponse est non. Enfin, je pense que quasiment personne aujourd'hui, peut-être des SDF par exemple, qui vont être à moins de 2 tonnes. Mais en fait, en tout cas, ça dépend de la façon de le calculer. Mais quand on voit qu'on a déjà 1,5 tonne rien que pour les services publics, si ça on le comptabilise, derrière, non, il n'y a pas la place d'être à 2 tonnes. Et je pense que c'est ce qu'on disait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, une fois qu'on est à 3-4 tonnes, ce qui est plus important, c'est d'aller faire passer son pote de 20 à 16, par exemple. C'est vraiment ça qui a de l'impact. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop... c'est bien de chercher la cohérence le plus possible dans sa vie personnelle, mais quand on est à 4 tonnes, l'objectif, c'est d'aller faire baisser chez les autres. Ouais, et peut-être juste le 1,5 tonnes service public, il sera amené à réduire encore une fois le 2 tonnes, c'est un objectif. Moi je tiens vraiment, on est sur une logique de transition. Moi je suis pas à 2 tonnes et l'idée c'est pas que j'y sois dès demain, mais voilà, c'est juste peut-être repréciser que voilà, c'est les gestes, on a quand même encore quelques années pour
pour trouver les solutions. Et peut-être aussi qu'il y aura aussi des nouveaux élus, des nouveaux aménagements qui permettront aussi de réduire aussi ce 1,5 tonnes qu'on a aujourd'hui de services publics. Moi non plus, je ne suis pas à 2 tonnes. Et je pense que se focaliser seulement sur notre impact individuel, c'est vraiment manquer tous les combats collectifs que l'on peut mener, en fait, et qui vont aussi avoir, démultiplier l'impact positif que l'on peut avoir. Typiquement, je vais reprendre un exemple qui est cher à mon cœur, mais il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la ZAD du Carnet, vers Saint-Nazaire. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont lutté contre l'enfouissement sous le béton, contre une extension du port de Saint-Nazaire. Donc, du coup, 110 hectares de zones humides qui sont des énormes recueils de biodiversité qui allaient être complètement détruits. Il y a eu des personnes donc, qui ont monté une ZAD sur cet espace-là. Donc la ZAD du Carnet. Elle a été démantelée à très grand renfort de dispositifs policiers après des mois et des mois de lutte. Et dans les journaux les détracteurs et dans les journaux locaux, ce qui s'est dit, c'est que quand les zadistes sont partis, ils ont laissé des déchets et c'était horrible. Oh là là, les écolos qui laissent des déchets. Franchement, c'est se tromper de combat que de penser comme ça, parce que vraiment, oui, alors ces mecs-là, ils ont peut-être laissé des cabanes en bois derrière eux, et voilà, mais ils ont fait une véritable défense de la biodiversité, en fait. Donc du coup, voilà, n'oublions pas que même si tu es au-delà de 2 tonnes à titre individuel, on est tellement dans des sociétés hors sol, c'est pas impossible. Il faut changer encore une fois le système pour réussir à tomber en dessous, quoi. J'ai ma sœur qui habite au Rwanda. Clairement, elle est vraiment, vraiment pas écolo. Et pour autant, son impact à elle, il est bien moindre que le mien. Alors qu'elle est dans les privilégiés des privilégiés au Rwanda. Hein, tu vois ? Donc en fait, c'est vraiment... ne tombons pas dans les écueils des méthodes. Elles sont toutes complémentaires et on a besoin vraiment d'avoir une appréciation à 360 de tout ça. Bonjour. Alors d'abord, moi je voudrais dire que ces 2 outils sont super et que je m'en sers tout le temps, donc bravo. Deuxièmement, une petite remarque, mais je pense que vous serez tous d'accord. Je suis toujours gênée quand on dit on doit tous baisser de 6% notre empreinte. Bon, tu vois pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'il faut que les plus riches la baissent beaucoup plus vite et que ceux qui sont déjà à 3-4, ils sont déjà dans le dur, quoi. Donc, eux, ils commenceront à baisser un petit peu après. Après, j'ai des questions sur les ordres de grandeur. Je suis un peu perturbée parce que sur un vente ta vie pas carbone, l'alimentation, c'est 2,4, alors que chez vous, c'est 2,8. Bon, c'est un peu des questions de geek, hein, mais bon. Et par ailleurs, sur l'empreinte carbone moyenne, parfois c'est 12, parfois c'est 10, là c'est 9,8 maintenant, ou 2, je ne sais plus. Donc, qu'est-ce qu'on retient ? L'ordre de grandeur, c'est qu'on est à 10 tonnes et qu'il faut qu'on descende à moins de 2 en fait, dans les 20 à 30 ans qui viennent. Alors, je prends la remarque sur les 6%, et effectivement, désolé si j'ai laissé entendre qu'on devait tous diminuer de 6%, c'est la moyenne en fait. Et donc effectivement, ça masque, on l'a dit quand même, aujourd'hui, 1% en France qui émet le plus, c'est 56 tonnes. Donc eux, ce serait bien qu'ils diminuent plutôt de 50% tous les ans au début, quoi. Mais après, c'est vraiment les ordres de grandeur. Et en fait, cette incertitude, elle se retrouve même sur la statistique nationale. Moi, pour m'être plongé dans les chiffres, quand on a fait la mise à jour du guide qui accompagne le kit Inventons nos vies bas carbone, on est allé voir sur une même année des 2 sites différents du même ministère, on a des chiffres différents. Il y en a un, c'est 10, il y en a un, c'est 11, ou 11 et 12. Donc, en fait, il y a une grosse incertitude, il y a des changements de méthodologie. Donc globalement, retenons les ordres de grandeur en fait, et ne rentrons pas dans, je pense, dans un... Après, c'est important d'avoir les chiffres les plus précis possibles et les plus sourcés possibles, mais n'en faisons pas juste une bataille de chiffres. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est à 10 tonnes et que si on continue comme ça pendant 10 ou 15 ans, en fait, on aura éclaté notre budget carbone et qu'on aura un réchauffement de toute façon de plus de 2 degrés. Non, mais ça je suis d'accord, Jean-Baptiste, mais ce que je veux dire, c'est que
à la fin d'une fresque, quand on envoie 2 liens, un lien vers Inventalis bas carbone et l'autre vers le calculateur de l'ADEME, et que ce n'est pas les mêmes chiffres, ça demande des explications. Et donc, ça serait super si vous pouviez vous harmoniser. Je pense qu'on essaie de le faire le plus possible. Quand le kit a été fait, les gens qui ont créé le kit ont contacté Carbone 4, leur ont dit sur quelle base on part. On est parti sur la base qu'ils nous ont recommandée. Finalement, 6 mois ou 1 an après, finalement, ils ont développé un nouvel outil. Ils sont partis sur une autre base. Donc, c'est pas évident non plus. Et puis, j'ai envie de dire, il y a de l'incertitude, mais regardons aussi les études des climatologues. Enfin voilà, on voit bien que ce qui est présenté dans la fresque, ce sont des moyennes aussi. Ce sont des moyennes de 50, 100, 200 études. Et donc, en fait, finalement, c'est la tendance globale qui est importante. Oui, juste un mot pour compléter. Effectivement, ce qui est important déjà, c'est l'ordre de grandeur. On est en train de parler quand même pas de l'épaisseur du trait, mais pas d'énormément. Alors, je vois que tu discutes avec celui qui a fait Nogest Climat, que je profite pour féliciter. Donc voilà. Nogest Climat est en permanence mis à jour, donc ça c'est important. Et en plus, tu peux aller voir la documentation, tout ça, comme le disait tout à l'heure Damien, c'est ouvert. Donc tu peux aller voir quelles sont les hypothèses qui éventuellement pourraient bouger. Il ne faut pas hésiter à dire tiens, ici je ne comprends pas ce chiffre. Donc voilà, tout ça c'est ouvert. N'hésite pas à venir directement critiquer. Et on a un collaborateur en commun, donc peut-être qu'on pourra aussi mettre les 2 chiffres en cohérence. Mais pour compléter ce que tu disais sur le ministère, même nous, hein, on les a sollicités à plusieurs reprises sur ces différences de mesures d'empreinte d'année en année. On attend toujours les réponses. Donc je pense que en soi, c'est pas très grave, quoi. C'est 10-12 tonnes et on y va, quoi. Et pour Inventons nos vies bas carbone, à court terme, on s'est dit, plutôt que de repasser des mois à refaire un kit où on remet à jour à 10 tonnes, sachant que peut-être quand ça sortira, ce sera maintenant 9 tonnes 5 ou 9 tonnes, on se dit, le plus important, c'est quand même d'aller en parler, d'aller sensibiliser, donc d'arrêter de passer du temps à 5 ou à 10 à discuter sur des virgules et allons toucher des gens, quoi. Et moi, j'aimerais bien rajouter un truc que je trouve très vrai dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que demander à tout le monde, c'est une moyenne, hein, les 6%. Et en effet, il y a des personnes à qui on devrait demander beaucoup plus, et des personnes à qui c'est indécent de demander les 6%. Parce que quand on est une famille avec 8 personnes, qu'on est au RSA, qu'on mange grâce aux associations ou au chéquier restauration, aller dire à ces personnes-là, faut végétaliser son alimentation, et manger bio et de saison. Ben non, en fait. Non, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Il faut être bien. Et encore une fois, c'est là le côté systémique. Il faut bien prendre conscience de d'où est-ce qu'on parle, et qu'il y a des personnes qui juste n'ont pas le choix, et c'est des nécessités de fonctionner sur les modes sur lesquels elles fonctionnent. Donc du coup, c'est d'autant plus important que chacun prenne bien sa responsabilité, en fait, en fonction de ce que l'on peut fournir. Voilà. J'irai pas demander à quelqu'un qui va voir sa famille au Maroc une fois par an. Ah ben non, les gars, c'est pas écolo de prendre l'avion, quoi. Parce que c'est le seul moment où, voilà. Peut-être une dernière question. Oui, je voulais juste apporter un élément, c'est que Nogest Climat, en fait, c'est ouvert. Et donc aujourd'hui, c'est entre autres porté par l'ABC et l'ADEME, mais en fait, on peut contribuer, c'est open source, comme on dit, le code. Et donc, de plus en plus, on va devoir devenir des experts dans la comptabilité carbone. Vous voyez que tous les produits et services qu'on achète, il y a des prix en euros. Et demain, il va falloir aussi associer des éléments chiffrés en gaz à effet de serre. Et donc, si vous êtes expert dans ces sujets-là, n'hésitez pas à venir contribuer en fait, et enrichir en fait, le CGDD, qui est l'entité du ministère qui sort l'empreinte carbone des Français. Et eux, ils le font par le haut. Nogest Climat le fait par le bas. Et donc, c'est important que des analyses de cycle de vie qui sortent puissent être mises à jour sur tous ces facteurs d'émission, et qu'on tende à réconcilier un peu ces chiffres. Maintenant, ça arrivera jamais. On va essayer de tendre à converger. Et surtout, ça ne doit pas être un frein à l'action tout de suite. Voilà. Donc en fait, en gros, le message, c'est venez contribuer si vous êtes en capacité de le faire. C'est un outil qui est ouvert et il a déjà été adapté pour les campus. Oui. Donc c'est important de s'en emparer, peut-être le décliner pour une version entreprise ou sur des secteurs d'activité si ça peut aider. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces questions et pour surtout ces interventions. Je pense que ça va marquer la fin de notre petite conférence qui a été assez riche quand même. J'espère que vous avez pris des notes parce que j'imagine que c'est pas toujours facile. Mais sinon, vous pouvez évidemment les suivre sur les réseaux sociaux, aller voir ces 2 outils. Et si ce n'est pas déjà fait, allez faire une fresque du climat juste à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Et les premiers qui se lèvent ont un gage.
On enchaîne tout de suite avec un pitch de Make Sense sur le programme Réaction. Ça va durer une quinzaine de minutes. C'est un programme d'engagement citoyen qui va vous présenter diverses pistes d'action. Je vous invite vraiment à les écouter. Une dizaine de minutes seulement. Donc on laisse la parole à Manon et Alicia tout de suite. Et on les applaudit. Ça fonctionne? C'est bon. Alors, on va avoir une slide derrière nous qui va bientôt apparaître et après, on pourra commencer. Yay! Bonjour à tous, moi je m'appelle Manon et aujourd'hui je voulais vous raconter une petite histoire. Je me souviens d'une fois, quand on faisait une randonnée avec mes frères et sœurs, mon papa il nous racontait ce qu'on allait voir si on montait assez haut dans la montagne. Il avait fait ce chemin enfant et il avait vraiment adoré le paysage. Et du coup, il nous parlait de neige éternelle, de blanc au sommet des montagnes, enfin bref, tout ce que fait un papa pour qu'on accélère plus vite la marche. Et puis nous sommes arrivés en haut. Et alors que du coup, on s'attendait à du blanc à perte de vue, à ce phénomène naturel de voir de la neige alors qu'il fait 32 degrés à l'ombre, il n'y avait plus rien. On voyait à peine une longue trace jaune qui montrait que l'eau avait abîmé la roche il y a longtemps. Et ce constat-là, il nous a choqués. Parce qu'enfant, nous ne verrons jamais le même paysage qu'ont pu voir nos grands-parents ou même nos parents avant nous. Merci Manon. Moi, c'est Alicia et pour me présenter, j'ai envie de vous parler de la profonde dissonance cognitive pendant laquelle j'ai été pendant des années. Donc vous savez, cette petite voix qui est à l'intérieur de vous, qui vous dit que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas la meilleure des choses à faire pour la planète, et pourtant, vous le faites quand même. Alors c'est un phénomène normal, ça m'a rassurée de savoir ça. Et puis, j'ai rencontré des personnes formidables qui, un jour, m'ont fait comprendre la raison pour laquelle j'arrivais pas à sortir de cette profonde dissonance cognitive. Et la raison était la suivante, c'est que j'avais peur. J'avais peur d'affronter la réalité, j'avais peur de sortir de ma zone de confort, et j'avais peur de me retrouver seule et d'être considérée comme une personne complètement marginalisée. Et donc, de par toutes ces discussions, j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à m'outiller auprès d'associations et à écouter des heures et des heures de vulgarisation scientifique. Et je me retrouve là aujourd'hui devant vous avec Manon pour encourager toutes celles et ceux qui ont envie de sauter le pas, mais qui ne savent pas comment faire exactement, ou celles et ceux qui ont déjà sauté le pas, mais qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans leurs actions. Donc voilà, comme vous le dit Alicia, nous nous sommes engagés dans une démarche plus consciente. Consommer mieux, moins de viande, aller au travail à pied et dire non à avoir une voiture dans une ville comme Paris où chaque centimètre est desservi par un bus ou un métro. Et maintenant, nous nous sommes engagés avec Make Sense en tant que mobilisatrice. Et en plus d'1 an, plus de 12 000 personnes se sont engagées avec nous pour passer à l'action. Merci. Et donc, avant de vous présenter le programme Réaction Climat, on aimerait apprendre à vous connaître. Donc, on va vous poser une série de questions. Et donc, si vous voulez répondre oui, on va vous inviter à vous lever. Et si vous voulez répondre non, eh bien, juste à rester statique. Donc, la première question est, est-ce que, ici, présent dans cette salle, vous avez le sentiment, toutes et tous, d'être suffisamment sensibilisés sur les enjeux climatiques ? Ok, pas mal. Oui, merci. C'est un bon nombre, trop chouette. Alors maintenant, vous êtes prêts à vous relever. Qui se sent impuissant dans sa capacité d'agir pour le climat ? Merci. On voit que c'est assez mitigé. Une autre question. Qui a le sentiment d'agir quotidiennement pour réduire son empreinte carbone ? Best team. Merci beaucoup. Et qui est déjà engagé et ressent le besoin d'aller plus loin dans ses actions ? Tout le monde s'est levé au moins une fois, c'est trop cool. Merci beaucoup. Donc on peut voir ici, en fonction de si vous êtes levé ou assis, que
c'est très mitigé. Il y a des personnes qui se sentent déjà engagées et d'autres qui ne le sont pas encore. Eh bien justement, le programme Réaction Climat, c'est un programme qui va vous permettre à vous toutes et tous, de pouvoir vous engager, même si vous l'êtes déjà ou si vous ne l'êtes pas encore, de sauter le pas. Et donc, nous, notre rôle, ça va être de vous accompagner pour que vous puissiez savoir exactement quoi faire pour pouvoir agir et pour réduire votre empreinte carbone. Et c'est un programme qui est 100% gratuit. Parce que comme vous, face à l'ampleur de ces enjeux, on s'est senti seul, découragé, paralysé par la peur de ne pas pouvoir faire une différence. Parce que comme vous, à 18h, en rentrant du boulot, on a peut-être envie d'une bonne entrecôte et à 22h, prendre un taxi pour faire 100 mètres. Parce que comme vous, il est difficile d'imaginer un futur pour nos enfants et même peut-être un jour nos petits-enfants. Et parce que nous savons qu'il est nécessaire et qu'il est largement temps d'agir pour changer tout ça. Oui, il est nécessaire d'agir. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une trajectoire de réchauffement entre 2 et 7 degrés d'ici 2100. Et pour rappel, l'accord de Paris de 2015 prévoit de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés avec un objectif idéal de plus 1,5 degré. Et le dernier projet de rapport du GIEC qui est sorti cette semaine est très clair. Aujourd'hui, même si on ne dépasse pas plutôt les plus 1,5 degrés, les conséquences seront dramatiques pour certaines populations. Et c'est là qu'on entre en jeu. C'est en partant de ce constat plus qu'alarmant que nous avons construit avec Make Sense le programme Réaction Climat qui va vous permettre d'agir quotidiennement pour réduire votre empreinte carbone. Donc concrètement, ça va être agir sur le plan individuel en prenant part à des défis très simples à réaliser et qui vont venir faire baisser votre empreinte, mais également agir sur le plan collectif en prenant part à des projets engagés, déjà existants, que ce soit à l'échelle de votre ville, de votre région ou même de votre pays. Mais vous nous direz concrètement comment ça se passe. Et pour vous donner une idée d'action concrète, durant ces 2 semaines, vous allez tous les jours recevoir une petite astuce pour réduire votre impact, que ce soit autour de l'alimentation, des transports, de l'énergie, de la finance et encore plein d'autres petits sujets. Vous pourrez porter votre voix en interpellant vos élus, vous former pour sensibiliser votre entourage, votre entreprise, votre école avec la fresque du climat. Vous pouvez convaincre vos commerçants de passer au zéro déchet, lancer une campagne pour une mobilité plus douce dans votre ville ou encore devenir acteur et actrice de la transition énergétique. Et évidemment que pour tout ça, pas besoin d'être un ou une experte du climat. Et aussi, au niveau du format, durant ces 15 jours, vous allez être ajouté à une boucle WhatsApp avec 15 autres personnes qui, comme vous, ont envie de s'engager et agir au quotidien. Vous serez accompagné et aiguillé par un ou une mobilisatrice expert sur le sujet qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Et dans ce petit groupe, vous allez pouvoir fêter quotidiennement vos actions et vos victoires quotidiennes et aussi vous appeler régulièrement pour conserver l'émulation collective, ce qui est très important pour nous chez Make Sense, de garder ce soutien et ce groupe qui se tire vers le haut de jour en jour. Et parce qu'avec Make Sense, on croit fort dans le partage de connaissances, nous avons co-construit ce programme avec différentes associations, donc la Fresque du Climat, merci à toute l'équipe de nous avoir invités aujourd'hui, Greenpeace, c'est bien ça, Greenpeace, Green Lobby, Zero Waste France et Énergie Partagée, qui sont 5 associations déjà engagées sur ces enjeux depuis plusieurs années. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas encore convaincus, vous vous dites « Oui, mais à quoi bon? Nous ne sommes pas assez nombreuses. » Alors nous, on part du principe qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école de celles et ceux qui voient le verre à moitié vide et l'école de celles et ceux qui voient le verre à moitié plein. Et je pense que vous savez quelle école on a choisi, celles et ceux qui voient le verre à moitié plein. Alors, dites-nous, comment vous sentiriez-vous si vous étiez capable d'agir pour vous sentir utile dans cette lutte ? Là, c'est le moment de crier « Bien ». Ouais. Ok, merci. Et pour toutes les personnes que je vois un peu dans la salle, parce que vous êtes quand même nombreux, qui ne sont pas encore convaincus que cette solution, c'est quelque chose qui fonctionne, on a quelques arguments avec des chiffres. Le programme, Réaction Climat, il a commencé avec 15 participants.
Et en 3 mois, on a déjà dépassé plus de 1000 personnes. Et on a un objectif, comme on est un peu ensemble, de 3000 avant la fin de l'année. Du coup, on compte sur vous et vos proches. Aussi, 73% de nos bénévoles estiment mieux connaître les enjeux climatiques à l'issue du programme et 63% d'entre eux continuent à agir juste à la fin du programme. Et ça, c'est un engagement et une capacité d'agir qui est soutenue par notre marraine, Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du GIEC, que nous avons très envie de remercier aujourd'hui. Parce que si je n'ai pas le pouvoir d'être élu au présidentiel ou de changer la politique française, il est encore temps de rappeler à nos élus qu'ils ont le devoir d'agir pour leurs citoyens. Et parce que si je n'ai pas la possibilité, là tout de suite, de vivre dans un monde sans énergie fossile, je peux interpeller les décideurs et décideuses politiques, les entreprises et les banques et signer des pétitions. Parce que si je n'ai pas le pouvoir de changer le mode de vie de tous les Français, je peux déjà démarrer à mon échelle, en changeant ma consommation de viande, de déchets ou d'énergie. Exactement. Exactement, et là j'ai un petit trou. Et donc... Ok, bon du coup vous avez toutes les cartes en main. Ah oui, vous avez toutes les cartes en main pour venir bâtir avec nous un monde beaucoup plus durable et pour vivre sur une planète qui est 100% habitable. Où toutes les petites choses du quotidien ont un grand impact sur le climat. Parce que quitte à être une goutte d'eau, autant être celle qui fait déborder le vase. Et donc, si vous êtes convaincus, nous vous invitons à taper sur votre navigateur programme Réaction Climat et à venir s'inscrire pour la prochaine session qui débutera à l'été, ou bien tout simplement, tout de suite, dégainer vos téléphones, scanner le QR code et vous inscrire avant de sortir de cette salle. C'est le défi que nous vous lançons. Et pour terminer, un peu les mots de la fin, nous voudrons vous rappeler que nous sommes toutes et tous co-responsables du monde dans lequel on vit. Tous et tous co-responsables du monde que nous allons léguer aux futures générations et tous et tous responsables du rôle que nous avons envie d'incarner dans ce monde. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup Alicia et Manon pour votre énergie et merci beaucoup à Make Sense pour la force qu'ils donnent à la fresque du climat en général. On va tout de suite passer à une autre conférence sur le mandat du climat, le dispositif que propose la fresque du climat aux élus locaux. L'occasion aussi de rappeler quelque chose qui a été souligné tout à l'heure. Les enjeux climat, ça se passe aussi dans les urnes, parce que c'est dans les urnes qu'on décide où va l'argent, où vont les investissements, et quel cadre, quelles règles du jeu on fixe. Donc allez voter les amis.